Bonjour à tous. Alors évidemment, donc la crise qu'on a vécue et dont on sort à peine a révélé l'importance en fait d'une industrie solide qui permet d'assurer la résilience de nos économies. Et la question de la souveraineté industrielle, elle est posée tous les jours dans le débat public. Souveraineté industrielle, solidité industrielle. Et évidemment, pour tenir son rang, eh bien, il faut innover, il faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. L'innovation est d'autant plus importante aujourd'hui dans l'industrie qu'il ne faut pas que la France et l'Europe se retrouvent aujourd'hui potentiellement reléguées en deuxième division d'un match qui oppose les deux géants que sont la Chine et les États-Unis. Donc on va parler de tout ça dans l'heure qui vient. Mais évidemment, pour lancer le débat, je donne tout de suite la parole à Doris Birkhofer. Bonjour à tous, ravie d'être de retour aux États de la France, pendant lesquels j'ai pu intervenir il y a quelques années dans d'autres fonctions. Je suis toujours inspirée par le discours de Madame la Ministre, parce qu'il y a aussi un lien entre ce qu'elle a dit et l'innovation, parce que l'innovation a besoin de talents divers. Et donc, j'espère qu'avec les mesures que nous avons évoquées, ça va aussi donner un boost à l'innovation. Mais rappelons-nous aussi que c'est grâce à l'innovation que nous pouvons nous retrouver aujourd'hui, ici, dans ces locaux, parce que s'il n'y avait pas eu des chercheurs, des entreprises qui ont réussi à développer et à homologuer un vaccin en moins d'1 an, nous serions, comme l'année dernière, scotchés devant nos écrans pour suivre les États de la France à distance. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Mais avant de parler du futur, je voudrais vous inviter dans un petit voyage dans le passé. Un voyage pour découvrir un monsieur, un visionnaire qui s'appelait Werner von Siemens. Ce monsieur a fait une invention, c'était le télégraphe à index. Et avec cette invention, il a d'une certaine manière contribué à révolutionner un peu le monde parce qu'avec cette technologie, il était possible d'envoyer des messages d'un bout à l'autre du monde en quelques minutes, ce qui a pris dans le passé des jours, même des semaines. Et avec cette innovation, il a contribué à enclencher la mondialisation du 19e siècle. Et après ça, il y a plein d'autres révolutions technologiques que lui, il a développé après les générations suivantes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est aussi dans l'ADN de la société pour laquelle je travaille. Ça conditionne un peu notre fonctionnement. Aujourd'hui, les enjeux sont différents. On a un très, très grand enjeu autour du changement climatique, l'urbanisation, mais aussi une autre forme de mondialisation qui est caractérisée
par la digitalisation qui s'accélère, mais aussi par une sorte de régionalisation des chaînes d'approvisionnement. Et c'est aussi, en fait, en prenant ça en compte, Siemens s'est aussi organisé autour de ces 3 axes. Donc, on parle maintenant de la digitalisation de l'industrie, des infrastructures intelligentes et des mobilités vertes, parce que c'est autour de ces 3 axes que nous pensons pouvoir adresser les enjeux de la société. Il y a un domaine qui allie ces 3 axes, c'est le besoin de décarboniser le monde. Et tout ça avec un enjeu partagé, une ambition partagée qui consiste à faire converger le monde réel avec le monde digital. Et là, je vous donne 2 exemples que je trouve assez intéressants. Un exemple dans les infrastructures. Il y a le marché des data centers que vous connaissez et qui est en plein essor parce qu'il y a, avec les nouveaux usages, de plus en plus de besoins, le 5G, le Edge, le cloud. Mais ces data centers consomment énormément d'énergie. Un data center de 10 000 mètres carrés consomme l'équivalent d'une ville de 50 000 habitants par an. Donc c'est énorme. Donc il faut trouver des solutions technologiques qui permettent de réduire la consommation énergétique. Et on a un très bel exemple en France, à Paris, la société Thésée, un data center 100% français, qui vient d'être inauguré. Et Thésée, en partenariat avec nous, a mis en place une solution basée sur l'intelligence artificielle qui permet d'optimiser en continu les systèmes de refroidissement, et ça va permettre de réduire la consommation énergétique par 30%. Donc c'est ce genre d'innovation qui vont nous permettre d'adresser les enjeux d'aujourd'hui. Un autre exemple, c'est autour de la régionalisation et la repatriation de l'industrie en France. Il y a la société ASF 4.0 Chamatex, c'est une PME ardéchoise qui a construit une usine l'une des plus modernes du monde de la production de chaussures de sport, qui va permettre maintenant aussi de façon compétitive, parce que si nous parlons de repatriation, il faut aussi parler de compétitivité, avec un très fort degré d'automatisation et de digitalisation, de produire des chaussures de sport pour Salomon. Donc un autre très bel exemple qui montre que les enjeux de la société, nous pourrons les adresser à travers de nouvelles solutions technologiques qui sont soutenues par l'innovation. Bon, maintenant, comment le faire? On ne va pas y arriver individuellement, on va y arriver ensemble, parce qu'ensemble, on va être plus fort. C'est pour ça il est très important de créer un écosystème en France pour collaborer. Siemens, par exemple, nous avons 600 chercheurs un peu partout en France, et ces chercheurs, ils travaillent avec des laboratoires publics, privés, avec des PME, avec des startups. Donc c'est cet écosystème qu'il faut développer, qu'il faut accélérer, et nous pensons que c'est très important d'avoir aussi une certaine stabilité autour de ça. C'est pour ça que le crédit impôt recherche nous semble un élément très important dans ce contexte. Mais ça ne s'arrête pas non plus à la frontière. On a des enjeux majeurs, des technologies stratégiques comme l'hydrogène par exemple, ou le développement des batteries électriques. C'est pour ça que les partenariats internationaux, notamment européens, joueront un rôle très très important dans ce contexte. Et je cite juste 2 exemples très prometteurs autour de l'hydrogène, le partenariat entre Air Liquide et Siemens Energy, ou par exemple, ou un autre exemple, c'est dans la production des batteries électriques, donc le joint venture PSA et Total avec Mercedes-Benz. Donc pour conclure, l'innovation, elle a énormément de facettes dont nous partageons toutes et tous la passion, et je suis maintenant ravie d'échanger avec chacun des panélistes sur leur point de vue sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Doris. Je vais vous représenter notre prestigieux panel qui est ici, mais aussi en visio parmi nous. Donc Thierry Herning, donc vous êtes président de BASF France. BASF France, un leader mondial de la chimie de base, chimie fine. En France, vous avez 3000 collaborateurs,
14 sites industriels. Donc vous nous raconterez aussi ce que vous faites sur la question de l'innovation. Avec nous en visio, donc Éric Lallier, donc vous êtes président, est-ce que vous nous entendez, est-ce que vous nous voyez, président de l'ENO? On vous entend un petit peu. Voilà, on vous entend bien. Voilà, on vous entend très bien. Donc, vous êtes président de Lenovo France, donc leader mondial de l'électronique, les technologies. Et donc, et un chiffre incroyable, 4 appareils vendus dans le monde par seconde est un Lenovo. Olivier Rouvière, vous aussi, leader mondial, leader français, leader européen, leader mondial dans les ascenseurs. Donc vous êtes président d'Otis France, 5000 salariés en France. Et là aussi, un chiffre incroyable, 30 millions de personnes par jour qui sont transportées grâce à vous, grâce à vos ascenseurs. Amélie Vidal-Simi, vous êtes présidente de Mondelez France. Alors, Mondelez France est le 5e acteur agroalimentaire en France, avec des marques iconiques. C'est Tuc, Belin, Oreo et Mon Péché Mignon tous les soirs. Je pense à vous, donc c'est Côte d'Or tous les soirs. C'est à cause de vous, je suis passée à vous à cause de vous. Et Doris Birkhofer, donc présidente de Siemens France et Belgique. Je voudrais vous poser à tous, pour commencer un peu la même question. On sort de cette, lentement ce que j'ai de cette pandémie. Quelle photographie vous avez de la situation industrielle française et, puisqu'on est là pour parler d'innovation, de son outil, le crédit impôt recherche, qui a été souvent critiqué par certains, qui semble essentiel par d'autres, et vous allez nous dire pourquoi il vous semble essentiel, et comment il se compare aujourd'hui avec des outils qui peuvent être faits ailleurs en Europe. Peut-être Amélie, pour lancer ce débat. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, la crise a été un moment incroyable pour chacun d'entre nous, à titre personnel, mais bien évidemment à titre professionnel. Vous le disiez, Mondelez intervient dans le monde agroalimentaire et on a eu la chance d'avoir un business qui a été finalement boosté parce que les gens chez eux, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire? Finalement, c'est de consommer nos produits. Vous consommez du Côte d'Or, mais vous n'êtes pas la seule. Beaucoup de consommateurs ont effectivement eu une vraie appétence pour nos produits. Donc, nos marchés sont fortement développés. Par exemple, les marchés tels que les biscottes, parce qu'on ne pouvait pas aller dans une boulangerie. Et bien évidemment, tous les achats plaisir, tablettes de chocolat ou biscuits. Donc, il a fallu faire face à cette demande extraordinaire et être capable de produire, puisque effectivement, les marchés ont littéralement explosé. L'industrie agroalimentaire a été décrétée comme industrie vitale parce qu'il a fallu être capable de faire face à cette demande très forte et ça a tenu. Et je pense qu'on peut tous être très fiers d'avoir réussi à alimenter le mieux possible les Français. C'est grâce à toutes les mesures qu'on a pu prendre en termes de sécurité pour garantir que nos collaborateurs puissent travailler de manière totalement sécure et également grâce à l'engagement de chacun des collaborateurs. Donc ça, je pense que c'est un point extrêmement important. La crise, elle a vu émerger aussi des nouveaux comportements de consommation, c'est-à-dire qu'on allait moins dans les magasins physiques, on était plus sur le e-commerce, il a fallu qu'on s'adapte. Mais le point qui me semble très important au sortir, on espère, de cette crise, c'est que finalement, pour les consommateurs, ça semble encore plus important que par le passé, d'acheter des produits qui sont fabriqués en France. Fabriqués en France et fabriqués près de chez eux. Donc on a la chance d'avoir un parc industriel de 9 usines réparties sur tout le territoire et on se rend compte que l'attachement des consommateurs est extrêmement fort à acheter des produits fabriqués près de chez eux. Doris, sur l'innovation, donc il y a un élément, on a parlé du crédit impôt recherche, vous dites que c'est un excellent mécanisme, surtout parce que le coût des chercheurs en France serait le plus élevé au monde derrière les États-Unis. Et si on n'avait pas ce CIR, on ne serait pas compétitif sur ce secteur-là. Oui, tout à fait. Excusez-moi. Allô? Alors, je vais prendre celui. Oui, absolument. Le coût de la recherche, de la main-d'œuvre dans ce contexte est bien évidemment très, très important. Sans le crédit impôt recherche, nous serons parmi les plus chers du monde. Avec le crédit impôt recherche,
Nous sommes le pays le moins cher dans ce contexte. Nous nous approchons même du coût d'un chercheur en Inde. Donc ça, c'est un sujet, je pense, extrêmement important. Comme je l'ai dit, nous avons à peu près 600 chercheurs répartis sur 15 centres de R&D et d'ingénierie. Et pour nos différentes maisons mères, c'est bien évidemment un critère de choix très important. Ce que je trouve aussi important, c'est de pouvoir allier la R&D à la production. Sur notre site de Haguenau, où nous avons à peu près 800 collaborateurs, il y a 90 chercheurs qui travaillent aussi main en main avec justement la prod pour pouvoir tester de façon très agile les produits sur lesquels ils font la recherche. Donc un sujet, je pense, un avantage compétitif pas négligeable. Olivier Rouvière, vous aussi, votre centre de recherche européen, finalement, il est en France, dans le Loiret, à côté de Gien, c'est ça? Alors, au-delà de ce qui est installé sur le territoire français, je vais y revenir, mais c'est vrai que la dimension d'Otis, elle est européenne. La création se fait au niveau européen, mais c'est vrai que sur Gien, on a notre centre de recherche qui lead un petit peu toute l'Europe, avec plus de 100 experts. Et je reviendrai un peu sur les propos d'Amélie en disant que pour nous, c'est vraiment important. La France étant un marché très mature, l'Europe étant un marché très mature, c'est clair et c'est clé pour la société d'avoir ce centre de recherche et de production en France, Madrid et Berlin, ce qui nous permet d'innover pour nos clients, avec nos clients. Et c'est plus de 100 experts, par exemple, à Gien, qui fête cette année son 60e anniversaire et qui a été capable de doubler ses investissements dans les 5 dernières années. Donc au-delà du CIR, j'ai envie de dire que l'écosystème, le contexte global français et européen nous pousse avec nos clients, si on veut répondre à leurs attentes, si on veut les satisfaire, à pousser l'innovation, et j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Thierry Herning, vous aussi, hein, vous dites, quand on a commencé à réfléchir à cette table ronde, la France, elle dispose d'atouts significatifs pour attirer les entreprises étrangères, innover et investir. Alors, il y a évidemment le CIR, mais il y a aussi un écosystème de recherche. Oui, bien sûr. Mais peut-être juste pour préciser un petit peu qui nous sommes, parce qu'on en a parlé hier, et en général, jusqu'à présent, il était pratique de dire que voilà, BSF, c'était les cassettes, les mini-cassettes. Mais je me suis aperçu que les jeunes générations, aujourd'hui, ne savent pas ce que c'est qu'une mini-cassette et un magnétoscope. Donc ça ne permet même plus de nous situer. Donc BSF, c'est le leader mondial de la chimie. Donc nous sommes présents dans tous les pays du monde avec un chiffre d'affaires cette année de 70 milliards, 110 000 employés. Et donc nous sommes actifs dans tous les secteurs de la chimie et nous servons toutes les grandes industries, l'industrie automobile, le bâtiment, la cosmétique, l'électronique, l'agriculture, etc. Et pour nous, évidemment, l'innovation, c'est le nerf de la guerre. Et la preuve, c'est que nous dépensons environ 2 milliards d'euros de dépenses en R&D chaque année. Nous sommes forts d'une équipe de 10 000 personnes dans nos laboratoires de R&D et 1 millier de brevets par an. Donc la France, dans tout cela, eh bien, la France est un pays important pour nous. L'image de la France au niveau de notre siège mondial, donc en Allemagne, est positive. Donc tout le monde sait que la recherche française est d'un niveau excellent. Nous avons également un système d'enseignement supérieur de grande qualité. Et ça, c'est très bien perçu, très bien reconnu. Bien sûr, il y a les classements de Shanghai qui nous mettent en avant, qui sont des faits. C'est plus de la perception, là, c'est vraiment des faits. Et donc la France arrive en 3e position après les États-Unis et l'Angleterre. Et donc, voilà, maintenant, pour vous expliquer un petit peu ce que fait BASF en France dans le domaine de la R&D, eh bien, nous avons 5 centres de recherche et développement, donc 2 en cosmétique. Donc, on s'appuie un petit peu sur les écosystèmes. Donc, on en a parlé hier, la France est un des pays, comment dirais-je, de pointe dans le domaine de la cosmétique. Et donc, nous avons 2 laboratoires de recherche à Nancy et à Lyon. Nous sommes également actifs dans les technologies de peinture automobile, donc dans les Hauts-de-France, à Clermont-de-Loise.
Et nous avons récemment fait l'acquisition de 2 startups. Donc même si nous sommes très gros, nous nous intéressons aux startups. Et donc quand nous avons recherché des startups pour être performants dans un nouvel domaine d'impression 3D, eh bien nous sommes venus en France et nous avons racheté 2 startups et nous faisons de la recherche et développement dans l'impression 3D en France. Peut-être juste pour terminer, et qui met bien en avant le fait que nous considérons que la France est vraiment un pays important dans le domaine de l'innovation. Depuis une dizaine d'années, nous avons un laboratoire de recherche et développement, un laboratoire avec des post-doctorats, donc au sein de l'Université de Strasbourg, dans l'Institut de chimie supramoléculaire qui a été fondé par Jean-Marie Laine, un prix Nobel. Et donc BASF trouve que c'est une très bonne idée d'avoir un laboratoire avec nos collaborateurs dans cet environnement très porteur et très riche au niveau de l'innovation. Donc voilà, donc ça situe un petit peu voilà, la perception que nous avons de la France en matière d'innovation. Et puis, last but not least, le crédit pour recherche est un dispositif, bien sûr, qui est très connu de notre siège mondial. Et à chaque fois qu'il y a des arbitrages à faire entre différents pays dans le domaine de l'innovation et que la France participe, évidemment, il y a le critère crédit impôt recherche qui joue un rôle très important dans la décision. Éric Lallier, est-ce que vous nous entendez? Alors moi, je vous entends très bien, j'espère que vous m'entendez également. On vous entend très bien, très bien. Alors, même question. Je voudrais, avant de commencer, remercier l'ensemble des équipes des États de la France, Christian et l'équipe, de me permettre d'être avec vous aujourd'hui dans ma situation personnelle où je suis encore impacté par la pandémie que vous décriviez juste avant. Donc je suis actuellement en quarantaine, vous l'aurez compris. L'innovation qui nous a permis de mettre en place tous les produits que nous avons aujourd'hui me permet d'être également avec vous et de faire en sorte que, comme si j'étais en fait sur la scène avec vous aujourd'hui. Donc ça fait aussi partie de l'innovation. Je ferai juste une petite remarque également par rapport à ce que Doris a dit précédemment. Dans mon cas personnel, j'ai une admiration sans faille pour l'ensemble des chercheurs qui ont mis au point ce vaccin. Parce que je peux vous dire qu'il nous permet si vous ne l'avez pas encore expérimenté, il nous permet de traverser cette crise plus facilement. Pour répondre à la question sur l'innovation et la France plus particulièrement, juste peut-être quelques mots sur les logos. Vous l'avez dit, on vend 4 produits par seconde, bon, c'est très bien, mais en fait, Lenovo est un fournisseur de solutions IT dans le monde entier, et on est présent aujourd'hui dans 180 marchés, on est un peu plus de 70 000 personnes, et l'innovation fait partie de l'ADN de l'entreprise. Lenovo est une société qui s'est complètement transformée environ tous les à peu près 5 à 10 ans, avec des rachats externes, de nouvelles innovations, et c'est quelque chose qui, à l'heure où on se parle, s'accélère de manière extrêmement importante, puisque tout le monde en parle, et c'est une réalité, la transformation digitale des entreprises, ainsi que la nôtre, est en marche déjà depuis 2 années, ça a démarré avant le Covid, mais on le voit sur le marché, c'est quelque chose qui s'accélère extrêmement fortement, sur lesquels nous, en tant que fournisseurs de solutions informatiques, du PC en passant par le smartphone jusqu'au centre de data center avec l'ensemble des services associés, on se doit d'être acteur majeur sur cette partie. En termes de recherche et développement, on a 15 centres de recherche et développement dans le monde. Alors on n'en a pas en France, mais on en a en Europe, évidemment en Allemagne, dédiés au calcul, aux supercalculateurs, et puis également dédiés à l'intelligence artificielle. Et j'y reviendrai après, on abordera d'autres sujets. En termes d'innovation, et pour faire le lien avec le discours de Madame la ministre Elisabeth Moreno, qui est toujours dans le cœur des gens de chez Lenovo, en termes d'innovation et d'intelligence artificielle, il y a vraiment un lien à faire avec la diversité et l'inclusion pour créer l'intelligence artificielle la plus vertueuse possible. Donc pour revenir au centre de recherche et développement, il y a un livre actuellement en Allemagne de recherche et développement. Lenovo investit aussi en Europe sur une usine de fabrication des desktops, des stations de travail, des serveurs, qui va ouvrir ses portes en Hongrie en janvier prochain. Et la France fait partie des pays stratégiques, évidemment au sein de Lenovo. Et les investissements actuellement sont plus en termes humains. On embauche quand même une quarantaine de personnes cette année, ce qui augmente l'effectif d'à peu près
15%, et ça fait partie, encore une fois, des investissements stratégiques de l'État. Et en ce qui concerne le crédit recherche, je pense qu'il a produit un certain nombre d'effets extrêmement positifs, et ça a été dit par mes collègues juste avant. Aujourd'hui, en France, et on le détaillera peut-être après dans la discussion un peu plus, il y a des pépites dans la tech, dans la high-tech, des startups qui développent des produits qui sont extrêmement innovants et qui sont extrêmement attractifs pour des sociétés comme Lenovo. Et on a créé, déjà noué un certain nombre de partenariats avec quelques startups en France pour justement mettre à disposition des produits innovants sur le marché. Mais ça, on en parlera un peu plus en détail après. Donc voilà globalement ce qui concerne Lenovo, la R&D, et j'espère que vous m'entendez toujours. On est totalement avec vous, on vous entend très bien. Et alors, quand on parle d'innovation, il va se passer quelque chose la semaine, dans les jours qui viennent. C'est l'annonce d'un grand plan d'investissement pour les années à venir. Comment vous jugez, vous, les plans de relance français, plans de relance européens? Est-ce que finalement les budgets alloués par la France, par la Commission européenne, sont suffisants pour convaincre les groupes étrangers d'investir en France et en Europe? Éric Lallier, vous êtes toujours parmi nous, je vous redonne la parole. La réponse est oui. Après, quand on parle d'investissement, je peux te dire, c'est jamais assez, bien entendu. Mais dans ce que je viens de citer, pour une décision qui est assez stratégique pour une société comme Lenovo de construire une usine en propre, en Europe, pour développer, ou en tout cas fabriquer et mettre sur le marché l'ensemble des produits, PC de bureau, l'ensemble des serveurs, des stations de travail, fait partie des plans d'investissement évidemment plus portés par l'ensemble des investissements qui existent en Europe et pour les nôtres. Ensuite, je viendrai peut-être sur les partenariats qui existent en France et que l'on a noué il y a quelques mois maintenant, avec une start-up française qui s'appelle Energy Square. Donc, j'ai pas de souci à citer le nom parce que on a noué un partenariat ensemble et qui est extrêmement concret, qui concerne les notebooks qu'on utilise tous, que j'utilise aujourd'hui pour être avec vous, et la charge d'investissement sur les notebooks. Et en termes d'investissement, de support, de développement de ce type de solution et de ce type de société, je pense que extrêmement favorable. Ça permet à des pépites, encore une fois, françaises, telles que Energy Square, et d'autres exemples évidemment que je pourrais partager aussi après, d'innover, de proposer de nouvelles solutions et de faire en sorte qu'une multinationale comme Lenovo, présente encore une fois dans 180 pays, puisse nouer un partenariat et commercialiser les produits. Les premiers produits ont été commercialisés en juin de cette année, et puis il y a toute une gamme de notebooks qui arrive, qui intégrera cette technologie qui est française. Doris Birkhofer, innover, c'est aussi assurer la compétitivité de la base industrielle. Et quand on parle de compétitivité, on parle d'impôts et on parle d'impôts à la production. Ça a été un des points importants du plan de relance français. Est-ce qu'il faut presque aller plus loin encore ? Comme ça a été dit, le plan de relance français, je le trouve très réussi parce qu'il couvre vraiment, pour faire référence un peu à ce que j'ai dit au début, aux grands enjeux de la société. Et nous avons aussi pu contribuer humblement aux ingrédients du plan de relance à travers les différentes associations et fédérations dont nous faisons partie. Oui, la baisse de la taxe d'âme est un sujet très important, mais aussi, je dirais, l'aide aux petites et moyennes entreprises d'accélérer la digitalisation, un sujet très important. Côté infrastructure, la décarbonation des bâtiments, la rénovation thermique des bâtiments. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont à la fois permettre de rebooster notre économie et à la fois adresser notre objectif, de devenir neutre en carbone dans les années à venir. Donc je pense que le plan de relance français, il est très bien ciblé, et aussi quand je suis demandé de rapporter ces chiffres régulièrement aussi à la maison mère qui compare les différents plans de relance mondiaux, et on fait toujours partie, je dirais, des palmaires.
Olivier Rouvière, donc on a parlé du CER, on parle des plans de relance, et vous me disiez, ce qui est important aussi de marquer dans les changements de mentalité, c'est la fin d'une sorte de naïveté européenne. Oui, alors, le plan de relance ou la relance au sens large, moi je la vois vraiment comme une opportunité de passer de monter en puissance et de construire une économie qui conjugue à la fois innovation industrielle, leadership technologique et transition écologique. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Nous, on est acteurs du bâtiment, donc la transformation du bâtiment, évidemment, est très liée à la transition écologique. Vous savez que le bâtiment est très consommateur d'énergie. Donc on a tout notre savoir-faire à apporter et notre pierre à apporter à l'édifice. Alors ça existe depuis plus d'une quinzaine d'années. On a des ascenseurs aujourd'hui qui régénèrent de l'énergie et qui sont on est capable de baisser la consommation de 75% de l'énergie. On a mis au point des ascenseurs qui fonctionnent sur batterie. Donc ces batteries, elles peuvent être rechargées par les panneaux solaires, elles peuvent être rechargées par des éoliennes. Donc tout ça, ça existe et ça montre qu'en termes d'innovation, il n'y a pas de limite. Donc ça, c'était ce qui avait été fait. Je crois qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de proposer la troisième génération d'ascenseurs qu'on a mis sur le marché très récemment et qui là est carrément conçu autour d'un écosystème complètement différent, puisqu'on part d'une chaîne de sécurité électronique. Et en fait, ce point de départ, on écoute nos clients au départ. Ils veulent de la réactivité, ils veulent de la visibilité. Aujourd'hui, on se fait tous livrer chez nous des déjeuners ou des dîners. On voit les gens arriver chez nous. Presque quand ils sonnent à la porte, on peut anticiper. C'est pareil pour l'ascenseur. Nos clients, quand quelquefois l'ascenseur a des soucis, ils veulent savoir où sont nos techniciens, quand est-ce qu'ils arrivent. Donc tout ça, ça nous demande une digitalisation de l'état en temps réel de l'ascenseur et d'être capable de le communiquer aux clients. Ensuite, quand on écoute nos architectes et nos donneurs d'ordre, ils veulent poser des panneaux solaires, puisqu'on leur dit que ça peut marcher sur le solaire. Mais ils nous disent, mais votre édicule qui est sur le toit, là, ça fait 200 ans ou 150 ans qu'on en construit, ça serait bien de les supprimer. Et là, on est capable, avec des solutions techniques, avec cette nouvelle génération d'ascenseurs, de supprimer ces édicules sur les toits et d'adapter nos caractéristiques d'ascenseurs dans les bâtiments existants. Donc ça, c'est très important. Et en fait, voilà, ces ascenseurs sont connectés. Donc l'expérience passager, au final, est transformée. Et on est capable aujourd'hui de vous proposer ces nouveaux services grâce à l'innovation. Encore une fois, l'idée au niveau de Gien est testée et promue sur le territoire français, qui est un marché très mature, comme j'ai déjà dit. Amélie Vidal-Simi, donc si on revenait à la question de l'ampleur des plans de relance et du Green Deal européen, en quoi il est fondamental et en quoi il peut influer, vous, sur votre politique d'investissement ? Alors, les plans de relance, ils ont été extrêmement ambitieux. Je pense que tout le monde l'a salué. On l'a vu hier dans l'étude Ipsos, ça a été reconnu par tous et ça contribue à développer l'attractivité de la France. Et je pense qu'on peut être tous très reconnaissants d'être dans un pays où le plan de relance a été aussi fort parce que ça a permis de garantir l'emploi, garantir le fait que des entreprises petites ou grandes se maintiennent à flot. Et quand on est un acteur de la grande consommation, le fait que les consommateurs aient leur emploi et une capacité à acheter est extrêmement important. Après, j'ai envie de dire qu'une décision d'investir dans un pays, elle est toujours multifactorielle. Il y a bien évidemment la fiscalité, les plans de relance, mais avant tout, pour moi, il y a 3 éléments qui jouent. Il y a un élément qui est l'existence du marché, et le marché français est un marché important. La situation géographique au cœur de l'Europe aussi en fait une zone prioritaire. C'est le premier élément. Deuxième élément, on a des consommateurs français qui sont très exigeants, qui sont très en amont des innovations, très, très friands d'innovation. Et particulièrement dans le domaine de l'agroalimentaire, ce qui se passe en France peut vraiment servir d'exemple dans d'autres pays. Donc c'est vraiment un marché qui est extrêmement important pour notre groupe. Et enfin, la troisième raison, c'est effectivement l'existence en France, on en a beaucoup parlé, de talent et aussi de savoir-faire industriel. On a pour notre part des usines qui sont centenaires en France, qu'on continue à moderniser et qui nous servent vraiment, je dirais, de base arrière pour l'ensemble de l'Europe.
L'année 2021 aura été une année exceptionnelle pour nous en termes d'investissement, puisqu'on va investir 80 millions d'euros. On avait investi 90 millions sur les 3 années précédentes. On a eu un événement malheureux, qui est un incendie dans une de nos usines il y a quelques mois. On aurait pu se poser la question de délocaliser, de produire ailleurs. On a décidé au contraire de faire de cette usine une usine emblématique, une usine de référence pour certains de nos biscuits, pour vraiment accompagner notre croissance en France et en Europe. Donc le plan de relance contribue bien évidemment, mais je pense que plus que le plan de relance, l'image de la France, l'importance du marché intérieur sont clés pour amener des groupes tels que les nôtres à continuer à investir fortement en France. Thierry Herning, même question en fait. Point important de la transition verte, on le voit, c'était dans le plan de relance français, c'est dans le plan de relance européen, et ça sera un point très important du grand plan d'investissement. C'est quelque chose qui vous parle forcément dans votre activité. Oui, bien sûr. Donc, donc on est également très sensible à toutes les actions qui ont été menées ces derniers temps par le gouvernement français, qui lui donne une image vraiment de plus en plus pro-business vis-à-vis de notre siège mondial donc en Allemagne, et puis une image pro-innovation. Donc il y a des éléments, on l'a rappelé, qui vont dans ce sens-là. Le sondage de EY qui fait de la France la première destination des investissements étrangers. Vous avez également les plans de relance qui montrent un petit peu le dynamisme de la France et la volonté d'avancer. Bruno Le Maire disait hier que, et oui, ça coûte de l'argent, mais ça coûte moins cher de préserver notre activité plutôt que de la réparer. Donc tout ça est très très bien perçu. Et là maintenant on parle du plan France 2030 qui va être précisé dans quelques jours et qui va exactement dans le bon sens pour la France et puis pour son image d'orientation business. Donc avec le choix d'investissement dans des secteurs, comment dirais-je, stratégiques comme les semi-conducteurs, les batteries, l'hydrogène. Et donc tout ça c'est positif. Mais je dirais que pour un groupe comme BASF, l'enjeu principal aujourd'hui au niveau de l'innovation se déplace vers l'Europe. Et on en a parlé, le Green Deal, c'est un événement d'envergure incroyable. C'est le projet européen. Et donc, nous devons tous nous mobiliser derrière ce projet, dont l'objectif principal est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, pour un groupe comme BASF, c'est très important. Et nous sommes déjà engagés à baisser nos émissions de CO2 de 25% jusqu'à 2030. Ce qui fait que quand on compare à 1990, qui est la base des accords de Paris sur le climat, ça fera une réduction de 60%, ce qui montre qu'on va au-delà des objectifs de l'accord de Paris. Et c'est une bonne chose parce que nous sommes convaincus que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que le climat l'exige. Et puis, c'est nécessaire également parce que finalement, et nous nous fixons ces objectifs très ambitieux, parce que nous savons que nous pouvons les atteindre. Nous avons un plan, nous avons des innovations, nous savons comment transformer notre chimie pour la rendre beaucoup plus, comment dirais-je, bas carbone, mais il nous faudra avoir accès à des quantités d'énergie électrique en quantité considérable. Simplement, pour notre site principal qui se trouve à Ludwigshafen, et qui consomme aujourd'hui 6 TWh par an d'électricité. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 1% de l'électricité allemande. Et ce besoin en électricité va exploser dans les années qui viennent. Et donc, sur notre site dont je vous parle, Ludwigshafen, ça va être multiplié par 3 ou 4 et ça atteindra 20 TWh par an. Donc, nous savons comment transformer notre chimie, mais ça va coûter de l'énergie électrique. Et c'est ça le gros challenge pour nous, le gros challenge de l'innovation, c'est pouvoir disposer de ces quantités d'électricité à des prix compétitifs. Et donc, nous avons besoin pour cela d'être accompagnés. Nous avons besoin du soutien politique de l'Europe, de ses États membres. Et puis, nous avons besoin d'un cadre réglementaire qui va être favorable pour pouvoir justement accéder en temps et en heure à ces quantités d'électricité. Bien sûr, nous avons des demandes vis-à-vis des parties prenantes, mais
nous prenons également nos responsabilités puisque nous avons annoncé récemment la formation d'une joint venture avec une société suédoise qui s'appelle Vattenfall. Et notre objectif est de construire le plus grand parc éolien offshore du monde au large des Pays-Bas, donc pour pouvoir nous alimenter en électricité avec une production annuelle d'1,5 TWh. Donc la décarbonisation de notre industrie, c'est l'élément essentiel de notre stratégie. Et pour ça, nous avons besoin de soutien politique. Nous faisons notre part en investissant 4 milliards d'euros d'ici 2030 pour justement atteindre cette neutralité carbone. Mais l'innovation que nous avons, le potentiel d'innovation que nous avons pourra se réaliser simplement si nous avons accès à ces énergies en quantité suffisante et à des prix compétitifs. Donc c'est un sujet qui devient beaucoup plus un sujet européen qu'un sujet français pour nous. Bien sûr. Je rebondis sur ce que vous disiez au tout début de votre intervention. Vous disiez il y a une sorte de changement français qu'on sent un petit peu dans l'air. Est-ce que vous pensez, et je vous pose à tous la question, que la France a fait son aggiornamento en fait, concernant la culture de l'innovation, qu'elle a changé de vision par rapport au risque, à la prise de risque? Comment vous voyez ça, vous tous? Doris? Je pense qu'on a déjà évoqué pas mal de critères. Il y a maintenant l'image de marque de la France a énormément changé. Maintenant, bon, il y a 5 ans, je pense la réputation était plutôt morose. Je pense que c'est maintenant l'inverse. On aperçoit la France comme un pays extrêmement dynamique dans beaucoup de domaines, et ça a des répercussions sur plein de choses. Aussi un sujet, peut-être nous en parlerons de ça tout à l'heure, la French Tech, elle est vraiment, voilà, c'est quelque chose de très sexy. Et quand je parle aussi avec le siège, qui est en train d'établir des deal books sur des acquisitions de start-up, de partenariats potentiels, on y trouve de plus en plus des pépites françaises. Pourquoi? Comme Amélie l'a dit, il y a un marché français intérieur très intéressant. Il y a des technologies disruptives très intéressantes, mais il y a aussi, et c'est important, des entités régionales fortes qui peuvent accompagner ces sociétés, leur ouvrir les portes et autres. C'est d'ailleurs aussi une dernière nouvelle qu'on a, je pense, sortie ce matin. On vient aussi d'acquérir une petite start-up lyonnaise dans le domaine de l'IoT, du bâtiment intelligent, justement parce que en regardant les sociétés, les startups qui existent un peu en Europe, c'est en France où on trouve les meilleures pépites. Donc je pense que la France, c'est vraiment un momentum, mais il ne faut pas le laisser tomber. Il faut vraiment s'appuyer là-dessus maintenant. Je vous vois tous être d'accord. Allez-y, Vaudelinet. Oui, donc moi j'adhère à 200% évidemment à ce message. Je crois que l'image traditionnelle qu'on pouvait avoir d'un pays intellectuel, de concept est vraiment derrière nous, et que maintenant cette notion de business, on n'a pas peur de l'afficher, on doit l'encourager. Je crois que Bruno Le Maire l'a très clairement rappelé hier. Je veux dire, faut balayer tous ces élans de pessimisme qui peuvent de temps en temps revenir, ou ces discours déclinistes qu'on entend ici et là. En ce moment, en période d'élection, enfin, voilà, on tire pas tous dans le même sens, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on s'aligne là-dessus, parce que la chance, elle est devant nous. Il faut réellement savoir l'exploiter. Je pense que les choses ont beaucoup changé. Je pense que l'image portée sur la France a beaucoup évolué. On a une innovation qui est le président Macron. Quand personne n'aurait pu imaginer qu'il y a quelques années, on puisse avoir un président qui sort de nulle part, que personne ne connaisse, et ça a été possible. Donc je pense qu'il y a une vraie ouverture sur l'innovation. Sur les marchés sur lesquels nous intervenons, c'est clé l'innovation, parce que les consommateurs sont toujours en attente de formules qui évoluent, de recettes qui apportent plus de qualité gustative, qui fassent évoluer, qu'on puisse faire évoluer par rapport au goût, des packaging qui soient effectivement plus respectueux de l'environnement.
Et ça ne s'arrête pas là, par exemple, sur l'information. Aujourd'hui, on a été les premiers à utiliser la blockchain pour pouvoir donner une information à nos consommateurs qui consomment véritable petit beurre et pour savoir exactement ce qui se passait entre le champ et le blé jusqu'à l'usine et pouvoir suivre précisément. Et tout ça, c'est possible parce qu'on a des équipes qui sont mobilisées en France, qui sont avant-gardistes. On parlait tout à l'heure de centre de R&D. On a aussi un centre de R&D qui est européen, basé en France, sur le plateau de Saclay et qui peut bénéficier effectivement de toute l'interaction avec des universités de très bon niveau et nous permettre d'être vraiment en avant-garde sur tout ce qui est innovation pour le groupe. Thierry Herning, changement de modèle, changement d'air en France. Oui, absolument. C'est clair, je pense, et c'est quelque chose qui est très bien compris de nos sièges mondiaux. Le plan de relance, finalement, pour moi, c'était un peu la protection de notre économie pendant la crise et avec pour objectif de la relancer. Et j'ai hâte d'entendre le détail du plan France 2030 qui va avoir pour objectif de construire la France de demain. Et je pense que l'annonce de cette approche par filière stratégique, ciblée, va renforcer encore plus l'image pro-business de la France et sa volonté d'avancer dans le domaine des technologies nouvelles et de sa souveraineté technologique. Donc en se focalisant, comme je le pense, sur les semi-conducteurs, sur des sujets encore très importants comme l'hydrogène, les batteries. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Éric Lallier, vous êtes encore avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Jeunes entrepreneurs, jeunes ingénieurs, hommes et femmes, bien entendu. Et quand on regarde, je citais Energy Square tout à l'heure, qui est une nouvelle technologie que Lenovo a adaptée et vend dans ses produits. J'ai d'autres exemples comme Datacalab, qui est une autre pépite française avec qui Lenovo a travaillé pour faire des logiciels de détection du port de masse dans les stations RATP. Dans le premier congrès, on avait 50 personnes avec un machine. On travaille également avec une autre pépite qui s'appelle 22. Pour les smart cities de demain et détecter l'influence du trafic, qui est en vélo, qui est en bus, qui est dans sa voiture, évidemment avec la protection des données d'un point de vue personnel. Et ça, c'est la French Tech. Et ça, c'est une source d'opportunités incroyable pour demain, et pour nous, en tant que Français, je pense que c'est vraiment bien. Et évidemment, pour la France, mais bien au-delà, quand on travaille avec des multinationales comme Lenovo ou d'autres, ce sont des opportunités extrêmement encourageantes et dont on ne peut être que fier. Alors, excellente transition. Vous dites justement, vous donniez quelques exemples en fait de ces champions. Comment on peut faire en sorte que ces champions deviennent vraiment des licornes demain? Alors, il y a eu des annonces de levée de fonds incroyables ces derniers mois. On a l'impression que tous les 15 jours, il y a un nouveau record de levée de fonds de la French Tech. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a une semaine ou 15 jours, c'était Sorar. Comment on fait pour que enfin on en ait un peu plus des licornes? Amélie. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête de se flageller sur ce sujet, parce qu'en fait, on en a beaucoup. Pascal Cagny présentait hier le nombre de licornes et effectivement toutes celles à venir. Donc, je pense qu'il y a quand même un environnement qui est extrêmement favorable. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de dire que ça ne va pas. Et moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Je pense que c'est important d'avoir des startups, des licornes, mais qu'en fait, on est dans un environnement économique où toutes les entreprises ont leur place. C'est important de développer des startups. C'est aussi important que des grands groupes se développent et qu'on consolide nos investissements. Je pense que les groupes ont aussi un rôle à jouer et qu'on peut accompagner des startups. Je vais vous donner un exemple mis en place chez Mondelez. On a un hub sur l'innovation qui s'appelle Snack Future qui vise à effectivement faire des partenariats avec des startups pour penser ensemble c'est quoi l'alimentation de demain. Et on a à la fois toute la force de nos équipes, mais aussi nécessité de se challenger avec d'autres façons de penser. On a notamment en France lancé une nouvelle marque, Nocoé,
Coloré, qui est une marque d'apéritif totalement sans impact carbone et qui est effectivement 100% produit en France avec des composants, avec des aliments complètement français et qui certainement on n'aurait pas pu faire tout seul. Donc cette coopération fait beaucoup de sens et pour eux et pour nous. Et du coup, je pense que les grands groupes peuvent aussi soutenir des startups pour les aider dans leur développement. Doris Bierkhofer, Non, je soutiens ce qu'Amélie dit. Je pense qu'on a un rôle de soutien dans le sens où Siemens a un fonds d'investissement, un incubateur qui s'appelle Next 47, qui investit 1 milliard d'euros dans des startups partout dans le monde, vraiment dans des technologies complètement disruptives, même des technologies qui ne font pas aujourd'hui partie de notre portfolio, mais dont on se dit peut-être en 10, 20 ans, c'est quelque chose que nous, on veut faire. Mais ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est d'aider ces sociétés à établir des contacts avec nos clients. Comme ça, parce que je dis comment est-ce qu'on peut les aider à se développer en licorne, souvent ils ont du mal à accéder aux clients et c'est notre rôle aujourd'hui de les accompagner en espérant que dans le futur, soit on les intègre dans Siemens, soit ils deviennent indépendants et vont fleurir tout seuls. Thierry Herning. Oui, donc pour faire émerger des géants donc, au niveau de la France et en Europe, je crois qu'il est important d'avoir une vision à long terme et d'avoir des approches par filière. On le voit par exemple dans le projet européen des batteries dont fait partie BASF. Voilà, c'est premières étapes, mais il faut que ça s'amplifie. Et je pense que je reviens au plan France 2030 avec cette approche par filière. Je pense que là, ça va être l'opportunité justement de voir émerger des champions français, je l'espère. Et il va falloir veiller à assurer un cadre réglementaire stable. On revient toujours au même principe, cadre réglementaire stable. Il va falloir aussi un accompagnement financier justement pour accompagner le développement de ces géants. Et surtout, il va falloir avoir des infrastructures. Alors pour BASF, c'est l'énergie, on en a parlé, mais dans la mobilité électrique, c'est des bornes de recharge. Donc voilà, c'est un petit peu les trois conditions qui vont permettre, à mon avis, de voir émerger ces champions à l'avenir en s'appuyant sur le plan France 2030. Olivier Rouvière, comment vous travaillez avec ces futurs champions? Est-ce que vous travaillez déjà avec eux? Comment vous les repérez? Comment vous les faites grandir, vous aussi? Alors, en termes d'exemple, je voudrais peut-être citer un exemple, mais en dehors de Paris ou de notre centre de production. Si je me tourne vers le nord, dans les Hauts-de-France, on travaille avec Maïmo, par exemple, qui est un cluster qui regroupe un certain nombre de clients du bâtiment, dont on fait partie, et sur lequel on accompagne une trentaine de startups qui réfléchissent sur le smart building, le bâtiment de demain, l'intelligence de demain. Et on voit sortir des pépites qui se traduisent dans des projets, je veux dire, 2024 par exemple, sur pareil, il y a beaucoup de projets très très intéressants, et je citerai par exemple le recyclage d'appareils après une utilisation intensive pendant quelques semaines. Voilà, on a été challengé là-dessus, et voilà, grâce à ce support, grâce à des gens innovants, bien on arrive à proposer ces solutions aux clients qui sont gagnants-gagnants pour tout le monde, pour l'environnement d'abord, et puis pour cette volonté, cette nécessité d'innover, puisqu'alors historiquement, quand on a installé un ascenseur, et on l'a installé, et puis à la fin il mourait avec le bâtiment. Aujourd'hui, il peut avoir plusieurs vies, et ça c'est ce genre d'innovation qu'il faut promouvoir, soutenir, et puis pas avoir peur de se tromper. Et encore une fois, ça doit commencer depuis la formation dès le départ, mais on est trop souvent bridé. Donc acceptons l'échec. La culture économique, c'est important. Absolument. Éric Lallier, vous êtes toujours avec nous? Oui. Vous m'entendez? On vous entend et on vous voit. Et donc sur l'émergence des licornes, vous disiez il y a plein de choses qui se passent dans la French Tech. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ou de différent pour que ça soit encore mieux? Bon, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Après, les licornes, c'est le haut de la vague, évidemment, sur lesquelles tout le monde se focus. Mais on n'est pas licorne sans avoir un vrai fond, sans avoir une innovation, sans proposer quelque chose de neuf ou en tout cas de performant sur le marché.
Mais on n'est pas obligé d'être une licorne et de lever des fonds pour, encore une fois, être successful dans le monde de la tech. Tous les exemples que j'ai cités ne sont pas perçus comme des licornes, mais sont des sociétés extrêmement prometteuses. Et ça a été mentionné juste avant. Des groupes comme nous sont là aussi pour stimuler, supporter, aider et accompagner sur des idées nouvelles parce qu'on a énormément de besoins. On parle de la décarbonation pour demain. On ne saura pas tout faire tout seul. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être beaucoup plus efficaces et qui peuvent être trouvées par des sociétés innovantes comme celle de la French Tech ou d'autres qu'il faut accompagner, stimuler ou encore une fois mettre en jeu ou mettre dans la boucle. Ça fait partie du rôle que l'on a à jouer dans une société comme Lenovo ou tous les autres dans les grands groupes dans lesquels nous sommes. Je pense que c'est une manière de supporter et d'accompagner et d'accélérer ce type de pépites. Peut-être une dernière question à tous. On voit en quoi l'enjeu climatique nous attend, il est là, et pour vous, chef d'entreprise, il est majeur. En quoi vous mêlez innovation et changement climatique et en quoi les deux sont intimement liés et vous poussent à aller très vite, chacun dans vos secteurs? Pour BSF, c'est clair. Donc, je veux dire, on a nos produits qui contribuent à lutter contre le changement climatique. Par exemple, nous avons des produits d'isolation thermique pour les logements. Donc, en produisant ce type de produit, c'est une contribution au climat. Le deuxième, et ça c'est de l'innovation, un deuxième point essentiel que j'ai mentionné, c'est repenser complètement notre chimie, la chimie réactionnelle. Donc faire des molécules sans émettre de CO2, ça veut dire il faut tout repenser et c'est possible, mais il y a la thermodynamique et la thermodynamique on ne peut pas la changer, c'est la nature et c'est pour ça que je disais que voilà, on peut le faire, on peut faire des innovations, mais il nous faut de l'électricité, il nous faut de l'énergie, voilà. Donc voilà, quelques exemples pour le changement climatique. Amélie. C'est effectivement un élément clé et il faut le prendre en compte sur tous les aspects de la chaîne en fait, que ça soit l'aspect dans nos usines, mais aussi dans l'aspect livraison, logistique, jusqu'à la présence en magasin. Donc il faut le prendre en compte sur tous les aspects. Olivier Rouillère. Nous, le principal challenge, c'est effectivement la présence de techniciens sur les sites qui se déplacent en voiture. Donc le challenge pour nous, c'est d'innover sur la maintenance, avec beaucoup de choses pouvant être capables d'être faites à distance. Évidemment, travailler sur la transition, verdir notre flotte de véhicules, qui est quand même pour nous le plus gros impact carbone. D'accord. Éric Lallier, avec nous sur cette dernière question. Deux choses pour s'engager pour une vertu climatique. On a pris l'engagement en 2025 de réduire la consommation de nos produits consommation électrique de moitié. Donc il va falloir trouver une nouvelle méthode, en tout cas innover pour faire en sorte qu'on réduise la consommation de 50%. Et on a pris l'engagement également que 100% de nos produits intégreraient des produits recyclés dans nos gammes en 2025. Donc on a encore 4 ans pour trouver une solution et de faire en sorte que nos produits soient encore plus beaux qu'aujourd'hui en intégrant des matériaux recyclés. Et puis après, il y a toute une liste d'engagements et qui sont forcément liés à l'innovation parce que sinon on l'aurait déjà fait aujourd'hui, mais il faut trouver des solutions pour demain. Doris Birkhofer, et je vais vous laisser le mot de la fin de cette séance. Oui, merci beaucoup, mais peut-être aussi pour répondre à votre question, on a de la chance dans le sens où nous avons 2 piliers stratégiques majeurs, la digitalisation et le développement durable. Donc, en fait, tous les produits que nous mettons à disposition de nos clients, nous les implémentons bien évidemment chez nous. Nos sites sont nos laboratoires pour les tester, pour les mettre en œuvre dans le tertiaire, pour l'industrie. Et donc, pour nous, je dirais, ça fait partie de notre ADN, ce qu'on veut proposer à nos clients, ce qu'on met en place chez nous et aux communautés dans lesquelles nous sommes présents. Voilà donc une table ronde très riche en échange avec beaucoup d'idées, mais je pense des idées qui se rejoignent. Et si j'ai bien écouté ce que chacun d'entre nous a dit, il y a l'innovation, elle joue à 3 niveaux. C'est en fait ce que nous faisons individuellement dans nos sociétés. Et c'est aussi beaucoup de conviction de nos sièges sociaux respectifs, de parler de l'attractivité de la France, d'attirer des fonds et aussi susciter l'intérêt de continuer à investir en France.
Le deuxième sujet, c'est l'écosystème au niveau de notre pays. On ne peut pas fonctionner toute seule. On parlait beaucoup de licorne, de petites, de cet écosystème entre les différentes parties prenantes qu'il doit faire vivre pour pouvoir accélérer l'innovation. Et troisièmement, c'est le niveau plutôt l'échelle internationale, européenne, pour permettre de développer ces technologies stratégiques dont nous avons tous besoin pour adresser les enjeux de la société. Donc un grand merci à vous tous. Merci à vous tous. Et je crois que l'heure tourne et la nouvelle table ronde s'annonce. Merci encore. Au revoir.